Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Votre nouvelle émission numéro 2, c'est Afrofoot. Afrofoot, c'est chaque lundi soir sur votre chaîne. C'est à partir de 20h et ensemble, on va décortiquer l'ensemble du football mondial et bien plus au-delà même du monde. Hein. N'est-ce pas les amis? Salut Alex. Salut Malik, ça bien, va? La forme? Ouais, super, tranquille. Alors aujourd'hui, tu as deux chroniques, hein, Foot Panorama et... C'est ça, et Prochain Contrôle. Et tu vas nous parler de quoi? Foot Panorama, il y aura beaucoup de buteurs internationaux africains qui ont marqué ce week-end, qui ont bien brillé. Et Prochain Contrôle, il y a petit retour sur la LDC africaine et les prochaines séances à venir. Ben, à suivre dans quelques instants. Salut Lucas. Salut Malik, ça va? Alors toi aussi deux chroniques, hein. Deux Crack chroniques. Légende Et tu préfères qui? Et tu préfères qui? Il y aura quoi là-dedans? Bah écoute, on est en journée de Ballon d'Or, donc j'ai voulu mettre à l'honneur la cérémonie. Donc je vais vous parler du seul Ballon d'Or africain de l'histoire. J'espère que vous savez qui c'est. Et je vais parler aussi des deux favoris de cette année et on va voir qui on préfère. À noter qu'Afrofoot aujourd'hui, hein, le fil rouge, on le connaît, c'est le Ballon d'Or justement, qui sera remis hein, ce soir même à partir autour de 23h, hein, heure de Paris. On saura qui de Yamal, de Dembélé, d'Hakimi ou je ne sais plus qui encore. Vitinha, de Salah, Vitinha, Salah. Rafinha, Bref, on aura, Merci, on aura Stéphane. la réponse dans quelques instants. Également sur le plateau, l'homme du quotidien du sport.fr. Salut Stéphane. Bonjour. 100% foot maintenant, Ouais, c'est ça 100% sport voilà. plutôt. Enfin, 100% sport. Ouais. Le quotidien C'est le site hein, sur lequel on te retrouve. Exactement. Ben, bienvenue en tout cas dans Afrofoot. Également Maury. Oui. Comment ça va Maury? Mais je vais bien, je vais très très bien. Alors toi tu es spécialiste de la culture mais aussi du sport. Bon, écoute, ça c'est la jeunesse qui me rattrape. Oui. Je suis un furieux de foot. Je disais tantôt que je volais les pièces de ma mère pour aller payer les 11 mondiales. Donc voilà, je suis un furieux de foot. Ben, en tout cas Ça bienvenue. fait vraiment plaisir de parler de foot encore. Bienvenue sur notre plateau. Les amis, tout de suite et maintenant, on va partir pour le cash chrono. Vous avez un temps imparti et dans lequel vous devez justement dire quelque chose qui vous aura marqué durant ce week-end. On va commencer par toi Alex. Avec plaisir, avec plaisir non, parce que retour du jeudi noir pour nos clubs français, puisque Monaco a perdu 4 buts à 1 pardon, contre le Cercle Bruges. Et on va pas se mentir, c'était un match complètement honteux de la part des Monégasques. Si bien qu'à la fin du match, Adi Hutter a dit en conférence de presse, on attend le retour de Paul Pogba. Donc à partir du moment où tu te bats sur le retour de Paul Pogba pour des bonnes performances, alors que ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas joué, c'est qu'il y a un gros problème au niveau de Monaco. Lucas me disait tout à l'heure qu'il manque un joueur par ligne. Et je suis totalement d'accord avec lui parce qu'il y a un gros problème de profondeur de banc dans cet effectif. Et si bien que c'est le retour d'Ansu Fati qui maintenant commence à être plus décisif que les titulaires d'avant. C'est pas normal de se prendre après, je crois, 23 tirs contre le Cercle de Bruges. C'est énormissime. On a à peine eu la possession du côté monégasque. Donc il y a une grosse remise en question qu'il faut se faire du côté du Rocher parce que là, ça va pas du tout. Et pourtant hier, hein, il y a eu un score flatteur face à Metz. Il y a eu un score très flatteur, parce qu'encore une fois, ça s'est reposé sur une individualité d'Ansu Fati qui rentre. J'en parlerai d'ailleurs un peu tout à l'heure. Mais franchement, ça va pas très fort du côté de Monaco. Moi, je me fierais pas à cette victoire face à Metz. Réaction Stéphane, j'imagine? Ce que je trouve paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le club qui est le mieux placé quand même pour embêter le Paris Saint-Germain, c'est Monaco. Donc, est-ce que Ah, pour toi, Marseille, non, c'est pas possible. non, Marseille, c'est clair que non. Mais en tout cas, Monaco, quand je dis ça, c'est-à-dire que si jamais le Paris Saint-Germain venait à perdre ce soir au Vélodrome, c'est Monaco qui serait en tête de la Ligue 1. Donc, c'est ça que je trouve qui est un petit peu paradoxal. Maintenant, effectivement, moi, je trouve qu'on a sous-estimé un peu le recrutement de Monaco, de Fati et de Pogba, qui sont deux joueurs qui vont, je pense, apporter énormément. C'est des paris super bien gérés. Fati a attendu très longtemps avant de jouer. Pogba, il faut aussi attendre longtemps. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi bien. Maintenant, il y a effectivement certainement des doutes, notamment effectivement derrière. J'ai mis quelques doutes, moi, sur Dier. D'ailleurs, l'ancien qui ne jouait quasiment plus au Bayern, quoi, qu'il était au Bayern quand il est venu là avant qu'il vienne. Donc j'ai mis quelques doutes, plus leur gardien qui revient, ils avaient à peu près solutionné le problème avec un gardien, l'ancien de Leverkusen, là, qui s'est blessé malheureusement. Donc ça, effectivement, ça va leur coûter cher. Mais je pense que leur recrutement, quand Fati va commencer à jouer tous les matchs, et effectivement aussi quand Pogba il y a le capitaine qui est blessé aussi. Hein. Et il y a Zakaria, deux mois. On a souvent et on sait que Monaco est assez dépendant de ces dernières années, on a souvent aussi mis Golovin. On a très souvent dit quand Golovin va, Monaco va.
Il a fait un bon début de saison, je pense. Golovin, là, il est blessé, donc c'est vrai que. Mais c'est vrai, moi, je dirais pas les 3 lignes, moi, mais je dirais effectivement la défense. La défense, elle est quand même assez inquiétante. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, même au niveau du management, tout simplement, mon cher Lucas? Déjà, on dit qu'à 18h, il a du mal à tenir son effectif, que les joueurs ne sont pas forcément à l'aise avec le 4-4-2 qu'il souhaite mettre en place. Et moi, je souhaite dire, effectivement, le recrutement, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a 2 départs, ceux de Ben Seguir, donc l'ailier, et de Singo, le défenseur, qui n'ont pas été remplacés, qui sont partis dans les derniers jours du mercato. Et je pense que c'est des très gros moins pour Monaco. Et ouais, effectivement, à 18h, ça paraît compliqué. On n'a pas l'impression de voir, en fait, il y a quelque chose de lisible. Autant à Lyon, il y a des problèmes, mais on voit que le Lyon de Fonseca a une identité qui est claire. C'est assez cohérent. On arrive à voir où ils vont. Et en plus, ça Monaco, gagne. voilà, en plus, ça gagne pas forcément joliment, mais ça gagne. Monaco, j'ai du mal à voir vers là où ils veulent aller. Et depuis qu'il est là, tu veux dire, 2 ans, ouais. a dit. Bah, surtout cette année. Je trouve Maury, une réaction Je là-dessus? voulais revenir dessus pour le rythme des matchs. Et à côté d'avoir fait un beau casting dans le mercato, il faut, vous voyez le rythme des matchs entre blessés, entre les puis il y a janvier qui arrive, il y a décembre qui arrive avec quelques Monaco, tu connais la CAN qui arrive, d'autres vont partir. Il y a pas mal d'équipes qui vont avoir des problèmes, même petites que Monaco. Donc il y a aussi ce problème de calendrier à un moment donné qui est un véritable problème pour les équipes, surtout ceux qui ont quelques cadors africains. Ça devient problématique à partir de la CAN. Et tu fais bien de parler de ça parce qu'on est dans Afrofoot. Alors, deuxième sujet avec toi, mon cher Lucas. Non, c'est plutôt Stéphane qui a choisi de parler plutôt du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Oui, moi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus c'est particulièrement d'actualité puisqu'on sait que le PSG joue au Vélodrome ce soir sans beaucoup de ses vedettes. Et moi, ça m'a juste un peu agacé de voir passer plein de commentaires en disant ah ben voilà, ils n'ont pas voulu recruter, puisqu'on sait que Luis Enrique a mis un veto à ce qu'il y ait des recrutements en attaque. Il se retrouve avec des blessés. Donc moi, je dis qu'il n'y a aucune relation de cause à effet. Ou sinon, je dis juste, c'est un peu le coup de gueule que je voulais passer. À ce moment-là, on fait quoi? On recrute une autre équipe parce que ceux de l'année dernière sont fatigués. Je veux dire, quand tu as Dembélé, Doué et Barcola qui sont blessés les 3 en même temps, tu n'as pas beaucoup de clubs qui vont, si Liverpool ils perdent Salah et Ekitike et puis Isaac en même temps, ils vont forcément être diminués en attaque. On ne va pas dire fallait qu'ils recrutent ou fallait qu'ils ceci, fallait qu'ils ça parce que les autres sont passés. Donc je trouve que c'est ridicule. On peut pas. Et quand tu as tout le monde, tu fais comment? Si tu recrutes Osimhen ou même Isaac, tu mets un carton pour prendre Osimhen et Isaac, tu les introduis dans ton équipe. Donc je trouve ça vraiment complètement ridicule. C'est la faute entre guillemets à pas de chance. Je pense que le Paris Saint-Germain a quelques-uns des meilleurs remplaçants qu'il puisse y avoir. On critique beaucoup, par exemple, pour Unai Emery, qui a un peu baissé par rapport à quand il est changé. Mais bon, qui aujourd'hui peut rentrer dans la hiérarchie, dans le turnover du Paris Saint-Germain, mieux que lui, il n'y en a pas tellement, quoi. Il n'y en a pas tellement. Declan Rice, tu vas prendre Declan Rice, tu vas le faire jouer 20 minutes ou des fois une demi-heure ou machin. Ça va pas c'est même pas sûr qu'il soit... Donc je trouve ça ridicule. C'était un peu mon coup de gueule et vraiment à propos, puisque... Et puis la force du Paris Saint-Germain, en tout cas la force ou la vitrine qu'il met en avant Luis Enrique, ça peut ne pas marcher sur certains matchs, c'est le collectif et pas l'individuel. Donc je pense que même un Kangingli qui peut très bien... qui peut être très performant sur un match, et c'est facile de critiquer, mais c'est pas évident de trouver des remplaçants, je pense, aussi forts que même Ramos, par exemple, aussi forts que ce mec-là, et en défense, j'en parle pas. À noter justement dans cette émission que juste après l'intervention de Lucas pour son cash chrono, on va évoquer le Ballon d'Or. On va se poser la question de savoir 30 ans sans Africain sacré Ballon d'Or, est-ce une injustice ou tout simplement logique? Ça arrive dans quelques instants. Lucas, ton cash chrono. Alors moi, mon cash chrono, je voulais parler d'un joueur qui a marqué la semaine avec la Juventus contre le Borussia Dortmund, c'est Kenan Yildiz. Donc c'est un jeune ailier qui joue pour la Turquie, même s'il a grandi en Allemagne. Et en fait, ça fait 2 ans qu'il est en train de faire son trot à la Juventus. Et on parle beaucoup dans la génération 2005 de Désiré Doué notamment. Mais je trouve que le Turc n'a rien à lui envier. Il a encore mis un but exceptionnel cette semaine pour égaliser avec la Juve. C'est un joueur qui monte en puissance. Et là, on parle un petit peu de toutes les starlettes. On évoque aujourd'hui Yamal déjà dans les favoris au Ballon d'Or, Doué qui est nommé. Et ben moi, je ne serais pas étonné que dans les années à venir, Kenan Yildiz il soit
très très haut dans ses performances et donc il arrive à peut-être pas remporter un ballon d'or, mais qui sont en tout cas une des références au poste d'ailier au niveau mondial. Et donc j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve avec ce joueur. Tu as envie de le comparer mais de façon franche et complète à Yamal. Pour moi, il y a l'âge, il y a le style. Il y a le style, il y a un peu la folie, il y a à quel point c'est déjà le leader de son équipe. On voit une Juve avec ou sans Yildiz, c'est pas la même équipe. Et même s'il y a d'autres joueurs offensifs qui sont très intéressants, c'est vraiment lui le game changer. Quand il arrive, on l'a vu son but, il faisait rien contre Dortmund, la Juventus, avant qu'il marque son but qui vient de nulle part. Donc non, moi j'adore ce joueur et je suis sûr qu'on va entendre parler dans les prochaines années. Il ne faut pas trop le dire, il faut le laisser grandir aussi. Il est titulaire depuis 1 an et demi à la Juve, il a déjà assez de pression. Je me fais pas pour lui. Merci mon cher Lucas. Alors les amis, tout de suite et maintenant, on va partir pour le journal du foot avec Alex, Foot Panorama. Et ça dit quoi ? Dans 3 mois, Malik, jour pour jour, c'est la CAN. C'est le début de la CAN. Et donc pour célébrer ça, on va faire un point sur les gros matchs du week-end et surtout sur les internationaux africains, voir s'ils ont performé. Donc on commence en Angleterre avec Arsenal-Manchester City, que je vous avais teasé la semaine dernière, décevant un partout, but d'Erling Haaland. United s'impose 2-1 face à un petit Chelsea. Et Liverpool gagne le derby contre Everton 2-1, malgré un but de Idrissa Gueye pour les Toffees, bien servi par Iliman Ndiaye. À noter que Mohamed Salah a encore été décisif avec une passe décisive pour Gravenberch pour le premier but. L'Égyptien réalise un très bon début de saison. C'est 3 buts et 3 passes décisives pour Mohamed Salah. C'était un peu poussif quand même au tout début. Penalty, non ? Là, ça revient progressivement, on va dire. C'est ça. C'est un peu poussif, mais... Non, au tout début. Là, depuis les 2 dernières journées, c'est un peu mieux. On commence à retrouver un peu... Tant que les statistiques sont là, ça va, on s'en fait pas trop. En Espagne, le Barça enchaîne 3-0 contre Retafe. Idem pour le Real Madrid qui gagne 2-0 contre l'Espagnol Barcelone. Et l'Atlético qui cale une fois de plus contre Majorque. Et Villarreal confirme son début de saison, très bon début de saison. Et même si Nicolas Pepe n'est pas buteur, cette fois-ci c'est Idrissa Gueye qui est buteur, Pape Gueye, qui prend le Real à la 86e et qui marque 2-1 donc, pour le sous-marin jaune contre Osasuna. En Italie, victoire de la Roma dans le derby contre la Lazio 1-0, avec notamment un carton rouge laziale pris par le jeune Marocain, je ne sais pas si vous le connaissez, Reda Belayan en fin de match. Gift Orban, buteur sur penalty avec l'Hellas Vérone, qui tient en échec la Juventus. Et Kalemin Souleymana, le Ghanéen, est buteur avec l'Atalanta. Donc côté italien, ça se passe très très bien pour nos internationaux africains. En Allemagne, le Bayern s'impose largement 4-1 contre Hoffenheim. Et Dortmund gagne 1-0 contre Wolfsburg. A noter que le Marocain Bilal El Khanous a marqué avec Stuttgart contre Sampaoli. En France, vous l'avez sans doute vu, Ilan Kebal a remporté le trophée du meilleur joueur du mois d'août. Et il a d'ailleurs réalisé une passe décisive. Joueur du Paris FC. Non, de Ligue 1. De Ligue 1. Oui. Ouais. Non, pas uniquement le meilleur joueur du Paris FC, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. De Ligue 1, ouais, meilleur joueur de Ligue 1 qui appartient au Paris FC. Oui, bien sûr. Toi qui étais à Jambouin, tu as pu voir le très très bon match et très très bonne passe décisive de Ilan Kebal pour. Oui, il a fait un bon match dans l'ensemble, mais parisien. Moi, si j'ai une critique à émettre, il faut qu'il lâche un peu plus vite le ballon. Ça, c'est un peu... Bon, après, il est jeune. C'est la malédiction des numéros 10, Malik. Il va progresser, forcément. Je crois qu'il a déjà 27 ans, il n'est pas si jeune, je crois, Kebal. Non, il a 27 ans. C'est 98, ouais, non, c'est pas un jeune joueur. Il prend son temps, mais c'est un très beau joueur. Ah oui, techniquement, il a des années derrière lui. Il a en plus, il a fait la passe décisive sur le but du Malien Diko contre Strasbourg, justement. Strasbourg qui poursuit son bon début de saison avec cette victoire et un but de Gueladoué, l'Ivoirien. Qui revient. Je vous teasais aussi le derby de l'Ouest entre Nantes et Rennes la semaine dernière. Et il ne nous a pas déçus parce que dans le temps additionnel, 14 ans après son dernier but en Ligue 1, le Marocain Youssef El Arabi, qui permet à Nantes de décrocher. 6 ans, ouais. C'est incroyable. 14 ans après, il marque ce but qui permet le match nul de Nantes contre Rennes. Ansu Fati qui marque un doublé lors de la victoire monégasque 5-2 contre Metz, j'en parlais tout à l'heure. Il profite de 2 galettes de Lamine Camara et de Crépin Diatta. Et Dani Namasso, le Camerounais, donne la victoire aux Auxerrois contre Toulouse. Je ne sais pas si vous avez vu, un très beau but, une très belle action collective de la part des Auxerrois. En MLS, ça joue bien Auxerre, ça joue bien. Franchement. Ça joue avec ses armes, c'est pas mal. Oui, avec les moyens, justement. Voilà, ça essaie de produire un jeu intéressant. Le coach Pellissier, chapeau. Chapeau, ouais. Et en MLS, Denis Bouanga, grâce à son triplé au Real Salt Lake, avec Los Angeles FC, devient le premier joueur de l'histoire de la MLS à marquer plus de 20 buts sur 3 saisons consécutives. Donc c'est quand même un record qui n'est pas des moindres. On va profiter pour saluer les Gabonais.
C'est ça. Et on termine ce petit panorama de l'Afro Actu Foot par une triste nouvelle. Après Michael Valencia et Leandro Yepes, c'est Jonathan González qui devient le 3e footballeur à être assassiné en Équateur. Donc on espère que la situation va se régler au plus vite et une petite pensée pour sa famille. Je peux là, parce qu'en MLS, Oui. en MLS, je crois qu'il y a aussi Georges Miningou, qui est devenu le nouveau joueur des étalons de Burkina Faso, qui a égalisé contre Nashville. Sanders contre Nashville, il a fait l'égalisation à la fin. Ce week-end. Ce week-end. Et puis c'était. On ne peut pas être partout. J'ai pas Et suivi. puis coaching gagnant, dès qu'il est rentré, je crois que c'est 30 secondes, il égalise. Merci, Maury. D'ailleurs, qui souhaite réagir pour ce panorama, surtout au niveau de la Ligue 1, Stéphane, spécialiste de la Ligue 1? Non, Ligue 1, non, effectivement, il y a eu des belles choses. Des belles choses qui ont été réalisées ce week-end. Et moi, je redisais ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je note surtout, c'est le retour de Fati, quoi. Il joue son premier match à Bruges. Il joue 20 minutes, je crois, à peu près. Ouais, il doit rentrer une demi-heure. Il marque un but. Et il rentre à la mi-temps contre Metz. Premier ballon au bout de 37 secondes. Il marque un but et il marque 2 buts. Et pour dire aussi que Metz, qui est une équipe de Ligue 1 où il y a beaucoup de joueurs africains, je trouve que tu disais qu'Auxerre jouait pas mal. Moi, je trouve qu'Auxerre, Metz, ça joue à beau football aussi. Et ils sont malheureusement pas servis. Puis ça va se... Lucas? Moi, si je peux dire un dernier truc, j'aimerais parler aussi de la polémique qu'il y a eu à Strasbourg cette semaine, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais oui. du coup, Emega a déjà posé avec le maillot de Chelsea, puisque Strasbourg appartient au même groupe que Chelsea. Et du coup, les supporters ont fait une petite grève, ont fait une petite banderole la semaine dernière, qui n'a pas du tout plu au club. On a Marc Keller qui est intervenu plusieurs fois pour défendre son joueur. Et là, Emega qui marque hier, donc qui donne la victoire à Strasbourg contre le Paris FC, et qui est venu devant son COP des supporters strasbourgeois, un petit peu comme un défi. Regardez, je suis là, je marque. Et je trouve qu'il y a vraiment un manque de compréhension de ce que c'est qu'un supporter. Il y a un manque de juge total. On dirait qu'il y a véritablement une fracture. Et je pense que ce sera difficile de résoudre ça. Une fracture au niveau des dirigeants, Entre les dirigeants et des supporters, mais pas au niveau des joueurs, hein, on est d'accord. Non, les joueurs, ça a l'air d'aller, mais que les dirigeants ne comprennent pas que voir un joueur qui va porter le maillot de Strasbourg toute la saison pose déjà avec son futur maillot, ça dérange les supporters. Je trouve que c'est inconcevable et je trouve que les charges de Keller contre ses propres supporters, elles sont totalement disproportionnées. T'aurais été Keller, t'aurais fait quoi? J'aurais essayé de calmer le jeu. J'aurais essayé de calmer le jeu et j'aurais dit qu'effectivement, j'aurais admis qu'effectivement, c'est un mauvais signal envoyé et que peut-être il y a eu une maladresse qui n'est pas très grave si on le reconnaît, mais en essayant d'un peu monter au créneau, de montrer les muscles, je trouve que c'est la pire réaction qu'ils auraient pu avoir. Ouais. Je parlais de polémique aussi. Hein. J'ai parlé un peu de cette polémique. C'était Juventus Dortmund. L'entraîneur Niko Kovac qui n'a pas bien géré, pour moi, l'arrière-plan devant la scène. On a vu ça devant la scène. Pour le pénalty. Entre l'Algérien Ben Sebaini et Guirassy. C'était pas joli à voir quand même. Moi, sincèrement, bon, c'est vrai que c'était... Rappel des faits, Alex. Rappel des faits. Non, rappel des faits, c'est qu'au niveau du tireur, il y a une petite incompréhension. Mais je crois que Kovac a rappelé qu'en fait, le tireur désigné, c'est Ben C'est Sebaini. Ben Sebaini. Donc il a dit, Guirassy, Guirassy, tu vas voir ailleurs, mais Ben Sebaini, il a très bien tiré. Et après, ils se sont fait un petit câlin, donc peut-être fin de la polémique là. Oui, mais fin de la polémique là, mais entre autres, tout le monde sait aujourd'hui que Guirassy, qui a fait une magnifique saison et qui est même sur la lancée, qui peut-être... C'est vrai que c'est bizarre que ce ne soit pas le tireur. Voilà, puis voilà. C'est comme ça. L'entraîneur avait dit qu'il avait raté le pénalty précédent. Il y a Je ne pense pas que C'était la raison je ne évoquée. pense pas. Il y a eu la même polémique à Toulouse. Maury Le nous a problème- fait sortir de la Ligue 1. hein. Il y a eu la même polémique Non, à pas des Toulouse. joueurs hein. africains quand même. Mais le problème, c'est qu'en plus, il l'a raté. Oui, Et Franck Magri, c'est Franck, ouais, c'est ça, Magri, il l'a raté. Mais moi, je voulais revenir juste sur ce que tu as dit sur Strasbourg, parce que je n'ai pas du tout la même... Juste avant le débat du jour. Moi, je n'ai pas du tout la même vision des choses. Je pense que d'abord, c'est une minorité de supporters qui s'opposent, et c'est pour ça que Keller est monté au créneau de façon assez violente, qui s'oppose non pas à Emega qui signe avec le maillot, mais qui s'oppose à la multipropriété. Et des joueurs, le nombre de joueurs qui ont signé dans un club, souvent au mois de janvier, et qui étaient prêtés pour les 6 derniers mois ou pour l'année complète, qui étaient prêtés dans le club, notamment c'est arrivé à Saint-Etienne avec William Saliba par exemple, qui a été acheté par Arsenal et qui a été prêté. On n'en a pas fait tout un cinéma. Effectivement, Mais c'est pas parce qu'il y a des cas C'est un contexte évident global que c'est une bonne chose. ridicule. Je veux dire, lui, et comme il l'a dit, moi ça me révolte, parce que comme il l'a dit, Emega, il a dit, je préfère être clair et net,
dire que j'ai signé et que je vais me battre pour le club, plutôt que de toute façon, quoi qu'il a dit, il a dit. Mais s'il attendait, tout simplement. Mais s'il attendait. Quelle urgence il y avait à porter le maillot au mois de septembre si tu porteras l'an prochain. Et lui, il l'a fait, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, il l'a fait parce qu'il voulait être clair en disant j'ai signé. Mais tu peux être clair en fin de saison. Non, moi, je pense que non, parce que je pense que toute la saison, on aurait dit il va partir. Il n'a pas dit qu'il voulait rester. Comme André Santos, on savait, personne n'a fait de reproche à Moi, André je ne suis pas Santos. trop d'accord avec toi. Je suis pas d'accord non plus. Non, Moi, je c'est pense mon que c'est un avis. peu là Moi, c'est mon avis, c'est clair et net. trop... Les supporters, je suis désolé. J'avais un entraîneur, un ancien joueur, Dominique Battenet, qui est un ami, qui me disait les supporters, ils sont là pour supporter, pour tout donner, pour supporter un club. Aujourd'hui, un peu moins. Eh ben, justement, Parce que les temps changent. C'est pas des décérébrés non plus, ils ont le droit d'avoir des avis, de s'opposer même à leur club. Donc sans les supporters, il n'y a pas de club. Si tu enlèves la multipropriété, imaginons simplement, moi je dis juste que, imaginons qu'il n'y ait pas eu que Strasbourg n'appartienne pas à Chelsea, ça ne se serait pas passé comme ça. Non, bien sûr, Même il y aurait moins de bons joueurs, s'il avait mais signé à Barcelone, par exemple, Emega, et qu'il avait montré le maillot, on lui aurait Stéphane. peut-être dit tu as eu tort de poser avec le Stéphane. maillot, machin. Mais on aurait Dans dit- l'absolu, Strasbourg peut jamais refuser à Chelsea de venir chercher Emega. Non. Donc bien moi sûr. je vais dire, à partir de ce fait-là, pourquoi justement anticiper de cette façon? Pour moi, c'est Moi, une erreur de personnellement, je trouve communication. que tout le simplement. mec, il est cash, il dit ce qu'il fait, il l'a montré contre le Paris FC, puisque comme tu dis, il montrait comme ça, il a surtout tapé son brassard surtout, parce que c'est le capitaine. les ultras, parce qu'il faut savoir que ceux qui font la grève à Strasbourg, ceux qui font, c'est peut-être... je pense même pas un quart des supporters, les ultras strasbourgeois, quoi. Donc c'est effectivement qui se pense. En tout cas, ça explique la réaction de Keller. Ce Keller, il a défendu son projet et il faut. oui, il est très investi, Keller, voilà, depuis très longtemps, investi, c'est vrai, et c'est vrai. puis, Voilà. Voilà, bon les amis, merci en tout cas pour ce journal, mon cher Alex. On va poursuivre. Cette fois-ci, les amis, on va rentrer dans le débat d'Afrofoot. On va parler du Ballon d'Or. Et on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que depuis 30 ans, et même certainement avant, Georges Weah, il n'y a aucun Ballon d'Or africain. Comment vous l'expliquez? Est-ce une injustice ou tout simplement, pour vous, c'est de la logique? Bon, alors, pour Lucas. avant, on peut déjà répondre, puisque avant 1995, le Ballon d'Or n'était pas ouvert aux joueurs non européens. Merci pour ça. Donc voilà, donc déjà le débat il porte effectivement, comme tu l'as dit, sur les 30 dernières années. Et donc je ne sais pas ce qu'on en pense. Moi je vais commencer. Je pense qu'il n'y a pas eu la saison référence d'un joueur africain. Déjà on est allé sur C'est faux déjà. on sort sur une ère Ronaldo-Messi qui a duré 15 ans, où les deux ont trusté la plupart des ballons d'or, mais je pense que la plupart à part peut-être 2019 avec Salah, où on peut en discuter, je pense que la plupart du temps, il n'y a pas eu la saison. Je pense aux anciens joueurs, notamment au porte-drapeau de l'Afrique pendant une décennie, Yaya Touré, Samuel Eto'o, Didier Drogba, qui même quand ils faisaient leur meilleure saison, qui c'est parmi les tout meilleurs mondiaux, il y avait toujours Messi sur la fin ou un autre joueur qui était meilleur qu'eux, et ça a beaucoup porté préjudice, mais à beaucoup de joueurs, à Wesley Sneijder, à Xavi qui aurait pu le gagner, voilà, à Ribéry, et pas seulement à des joueurs africains. Et en fait, on sort surtout d'une ère où il y a des joueurs qui ont 6, 7, 8 ballons d'or, et c'était difficile de faire aussi bien. Même pour toi, c'est logique. Pour moi, c'est injuste, mais logique. Maury? Je trouve souvent, comme tu le dis, je suis un peu d'accord avec toi sur des arguments que tu Juste donnes. un peu, hein. Juste un peu, mais pour moi, il y a entre Yaya et Eto'o, Yaya Touré. entre Yaya Touré et Eto'o, quand Eto'o passe de Barça à l'Inter. Et on pour signale moi, que tu t'appelles en Maury toute- Touré, hein. En toute sincérité, j'ai trouvé là qu'il y a une injustice. Quand tu vois un peu toutes ces discussions qu'il y a eu sur les ballons d'or ces derniers moments, comment est-ce qu'on vote, quels sont ceux qui votent, tu te dis, il y a un problème. Moi, je me dis qu'il y a un véritable problème. Regarde, l'année passée, le Ballon d'Or. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une polémique. On va jusqu'à aujourd'hui. préciser effectivement que c'est les 100 journalistes issus des 100 premiers pays au classement FIFA qui votent. Ben, C'est bien voilà. ça, c'est pas Aujourd'hui, ça, ça a c'est changé. Mais ça, changé, c'est la règle. ça amène une injustice. Excuse-moi, pour le rendu sur le terrain, moi, je trouve qu'il y a injustice là. Attends, on est combien là sur le continent africain? Combien de journalistes qui participent au vote? Attends. Voilà, donc là, il y a une injustice. Donc, j'ai dit, il y a une injustice. Il y a injustice. Après, ça, faut. Bon, c'est vrai, je suis relatif. Je suis véritablement. intervenir, ouais. Je suis relatif, c'est vrai. Je comprends qu'à un moment donné, il y a des gens qui étaient intouchables. Comme tu le dis, Messi, à la fin, il est intouchable. Ou Ronaldo, tu vois. Mais par contre, pour moi, pour deux joueurs africains, je mettrais ma main au feu pour Yaya Touré
et pour Eto'o, pour la saison qu'il a fait avec l'Inter, avec son entraîneur, Mourinho, le nouveau entraîneur de Ouais. Benfica. Le problème, c'est. Non, mais Eto'o à l'Inter, il jouait latéral aussi. Non, c'est pas vrai, ça c'est une Non, légende. mais, C'est une légende. c'est c'est une une légende. légende. Mais ce qu'il a donné, Le voilà. problème, Il a joué c'est que très défensif un match. T'as raison, mais le problème, c'est que tu vas exactement dans le sens de ce qu'a expliqué Lucas. C'est-à-dire Lucas, que, il a dit logique. Ouais, Mais juste, mais juste, voilà, pour un moi, peu ça. mais si tu veux, c'est vrai que le foot africain a peut-être été un petit peu sous-estimé, mais Ouais. tu regardes, par exemple, là, tu parles de 2009-2010, par exemple, quand il passe Eto'o de Barça à Barcelone l'Inter. à l'Inter. En 2009, comme on le disait tout à l'heure, je pense que la meilleure saison de la carrière de Lionel Messi, c'est la saison 2008-2009. Donc c'était difficile Oui. de ne pas lui donner le ballon d'or. Et puis en 2010, déjà, c'est donc Messi qui a le ballon d'or aussi en 2010. Déjà, on dit à tort, certains disent à tort que Iniesta devait avoir le ballon d'or, ce qui est complètement faux. Parce qu'il est beaucoup blessé d'ailleurs. Il est beaucoup Ouais, blessé. il l'a reconnu lui-même dans son autobiographie, mais ça personne ne le sait, qu'il n'avait pas fait une bonne saison, mais il a mis le but en finale de la Coupe du Monde. Mais c'est Wesley Schneider, effectivement. Xavi, sinon. Xavi est très Ouais, régulier, Xavi, très très fort. Wesley Schneider gagne la Ligue des Champions quand même avec l'Inter Dans Milan, l'Inter Milan, ouais. va en finale de la Coupe du Monde, a des super stats cette saison-là. Éventuellement, il aurait mérité de l'avoir. Mais il n'y a pas de place pour Eto'o. C'est pas un scandale. Moi, où je trouve, c'est comme je te disais, c'est là où je trouve. Pour toi, il n'y a ça, pas de scandale si Eto'o n'a pour moi, jamais eu le ballon d'or. Bah, c'est pas parce qu'il n'y a pas de scandale, comme Non. il dit, c'est malheureux, mais il n'y a l'a pas pas eu eu. d'année Sur- où vraiment. ouais, sur une saison, oui. Par contre, ce que je trouve un peu, moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'en 2019, on en parlait, Mohamed Salah soit 5e du classement du Ballon d'Or, Oui. alors qu'il gagne la Ligue, il gagne la Ligue La des Ligue des Champions avec Champions, oui. Liverpool. Il y a un joueur de Liverpool qui termine 3e. C'est Van Dijk. Van Dijk, Dijk, oui. le défenseur. Et personnellement, j'arrive pas. Et là, pour moi, c'est un scandale. C'est-à-dire que c'est une interprétation. Je ne vais pas employer un mot fort de racisme, mais je vais employer une interprétation qu'il y en a un qui est africain et peut-être, comme tu dis, moins de représentants dans les. Même si à l'époque il y avait plus de votants. De votants, journalistes votants. peut-être moins de représentants, moins de pubs, moins d'images, moins de communication. Je pense qu'en tant que footballeur africain, il a subi tout ça. J'ai envie d'anticiper en fait la chronique de Lucas. Tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, si Ousmane Dembélé, par exemple, jouait avec le Sénégal, il ne serait pas potentiellement ballon d'or dans quelques c'est heures. pas hein. évident. S'il c'est jouait vrai. avec le Sénégal, peut-être. Et qu'il Exactement. réaliserait la même saison qu'il a faite avec le Paris Exactement. Saint-Germain. En tout C'est cas, la même là, si les choses n'ont pas évolué par rapport à 2019, bien peut-être que ses stats, il n'avait peut-être pas tout aussi bien qu'avait Ousmane cette année, à Ousmane la saison dernière. Mais effectivement, oui, exactement, tout à fait. Je veux dire que le fait que s'il était sénégalais, par exemple. Donc la nationalité Ousmane compte. Dembélé. La nationalité sportive compte. Sur 2019, je pense que c'est la seule façon qui me fait que je m'explique que Van Dijk il soit devant Salah. Même pas forcément que Salah, c'est non, c'est Ronaldo. Ronaldo est devant lui. Ronaldo est 4e, alors qu'avec la Juve, il marque beaucoup, mais il fait pas une Messi, saison. Ballon d'Or 2019, c'est C'est en Messi. fin de saison, complètement. Oui, Ouais. tout à fait. Mais il est 3e Van Dijk, alors je ne sais pas qui est-ce qui est 2e. Mais cette année, mais en tout cas, je trouve ça scandaleux qu'en tout cas, que le premier joueur de Liverpool, si le premier joueur de Liverpool cité dans le classement du Ballon d'Or n'est pas Mohamed Salah, je trouve que c'est scandaleux. C'est Dans la même scandaleux. posture. Donc pour toi, c'est logique ou c'est injuste le fait qu'il n'y ait aucun ballon d'or depuis C'est ça. George Weah. Logique, mais injuste. Non, Non, mais ça, c'est de la diplomatie, ça. Lucas, on le connaît pour ça. Non, je suis très sérieux, je pense Non, vraiment. mais Stéphane, vas-y, c'est mouille-toi. c'est logique. Sauf que en 2019, il devait être au moins deuxième derrière Messi. Il ne Messi, devait pas ouais. être 5e. Non, il devait être D'accord. premier. Bah, du coup, je vais revenir sur ce que j'ai Deuxième dit. trio. C'est Non, injuste, on au moins pour va 2019. on va laisser Alex donner son point de vue. Alex. Merci. Pour moi, malheureusement, c'est logique. C'est logique compte tenu de tous les arguments qui ont été dits, en fait. C'est que moi, je suis d'accord pour dire que Samuel Eto'o fait une saison extraordinaire en 2009-2010 et même en 2008-2009. Je suis d'accord pour dire que Mohamed Salah fait une saison extraordinaire en 2019 et aussi en 2022. Je suis d'accord pour dire que Sadio Mané fait une saison extraordinaire en 2022. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en face, tu as des joueurs qui sont tout simplement au-dessus. Et en plus d'être au-dessus, intrinsèquement parlant et dans le jeu, ils sont aussi au-dessus dans l'imaginaire collectif des gens. Le seul truc là où je peux te rejoindre, c'est que oui, si Ousmane Dembélé, peut-être qu'il va remporter le Ballon d'Or tout à l'heure, qui sait, si Ousmane Dembélé était sénégalais, je pense qu'il serait même pas dans la discussion. Ou il serait dans la discussion, mais il serait beaucoup moins favori actuellement. Mais ça, c'est pas une injustice, ça.
Mais dans ces cas-là, moi j'ai envie d'inverser un peu les Ce choses. n'est pas une injustice, ça. C'est une injustice. Ben. C'est une injustice si on parle Ben, de. justement, moi, c'est une j'ai envie- injustice si on parle d'Ousmane Dembélé parce que là cette année, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo, il n'y a plus Neymar, Mbappé il dort, donc Comme Non, c'est non, d'Afrique, on doit le dormait, dévaloriser. ben, il dormait. Ah, c'est Mais Le je veux Real dire, Madrid a dormi. donc c'est une injustice cette année si jamais Ousmane Dembélé était sénégalais ou malien ou peu importe. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé avant et de tous les ballons d'or qui ont été attribués avant, il y a eu d'autres injustices. Franck Ribéry, on ne dit pas ça parce qu'il était noir, par exemple, tu vois. Franck Ribéry, Bah, il le clame haut et fort. Hein, et moi-même, Il a personnellement, raison. Donc, Et il a là-dessus, je raison. suis tout à fait d'accord avec Il est vous. africain. Non, Non, je non, pense, non, je pense mais que, il a- mais il a je raison pense aussi. que Ribéry méritait un Il ballon méritait d'or. Ballon d'Or. mais Ribéry mérite Ribéry un ou Parce ballon que si d'or. vous voulez, on peut je crois Ribéry qu'il ou note ça Robben, quelque part. mais Neuer Neuer, mérite- pas Neuer forcément mérite Mérite un un ballon ballon d'or. d'or, justement, je pense que Ribéry. Mais non, mais ce que je veux cette te dire, année-là, il regarde, cochait toutes les cases, c'est que hein. Robben Ribéry aussi. mérite un Et Neuer ballon d'or, aussi. Neuer mérite Maldini n'a un jamais ballon ballon d'or. Paolo Maldini Maldini aurait n'a mérité un ballon d'or. Iniesta, Xavi ne l'ont pas eu. Iniesta, Xavi, peut-être Neymar à un moment donné. Tu vois, il y en a plein qui Bah, méritent si un ballon j'entends d'or. Alex et Stéphane, vous êtes en train de me dire aussi que la désignation d'un ballon d'or, c'est aussi un peu, même voire beaucoup politique. Mais alors si ça, on parle de évidemment. ce- Mais tu te rends compte de tout J'en le arrive, lobbying, j'en arrive, tout le j'en lobbying arrive. qu'il y a. Géopolitique. Si on part de ce postulat-là, ça voudrait dire aussi que peut-être à un moment donné, Yaya Touré, Drogba, Michael Essien, Samuel Eto'o-Fils, un de ces joueurs-là, au Mais moins, déjà- aurait pu avoir un ballon d'or. Déjà, Yaya Parce que quand Touré- on donne 6-7 ballons d'or à Messi, Non, Ronaldo, pardon, est-ce que le souci, on ne il est- pourrait pas effectivement faire un peu de politique aussi? Le souci, Si je m'en tiens à ce que vous c'est dites. Lucas, c'est-à-dire que si tu regardes par exemple la carrière des uns et des autres, tu regardes leur carrière et tu dis qu'à chaque fois que effectivement là il fait une super saison, il peut l'avoir. Il l'a pas. Sadio Mané par exemple, Sadio Mané en 2022, il est deuxième. Alors on pourrait parler de politique et accentuer vraiment cet avis-là, c'est si Liverpool avait gagné la Ligue des Champions et que Benzema, qui fait quand même une saison énormissime avec le Real Madrid, avait quand même eu le Ballon d'Or. Mais là, tu peux penser, si tu es un peu, pour l'instant rien ne peut nous faire penser le contraire, que Benzema l'a eu plus que Mané, et premier et Mané est deuxième, parce que le Real Madrid a remporté la finale. Donc si, voilà, si on pourrait Benzema dire- joue pour l'Algérie, est-ce qu'il a le ballon d'or? Non. Alors, pour être S'il honnête, gagne je la ne Ligue pense des pas. Champions, peut-être qu'il l'a Il quand n'aurait même. pas la même carrière, peut-être aussi. En fait, il y a deux questions pour moi dans ta question. C'est à la Non, mais fois- son ballon d'or, il le gagne avec le Real. Hein. Non, Il le c'est gagne plus avec dur. le Real. Il le gagne pas avec l'équipe de D'accord, France. D'accord. Parce mais en qu'il n'y fait- a même pas à ce mais, moment-là. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Yaya Touré, on peut dire que sans aller jusqu'au Ballon d'Or, les joueurs africains sont parfois sous-considérés. Yaya Touré, aujourd'hui, on est un peu dans la nostalgie. Il y a beaucoup de gens qui revoient sa carrière, mais effectivement, il a détruit la Première Ligue avec des statistiques extraordinaires, en étant à chaque fois le meilleur joueur de son équipe, et il n'était pas considéré vraiment comme le meilleur joueur de Première Ligue. Alors que pour moi, à un moment, il l'a été. Pour le Ballon d'Or, c'est la même chose. Tu as des joueurs africains qui ont parfois été les meilleurs joueurs du monde à un instant T, et à cause de leur nationalité sportive, ils n'ont pas forcément été considérés comme tels. Donc il y a injustice. Il y a une part d'injustice. Mais 2019, autant il parti. n'y a pas que de l'injustice, mais en tout cas, sur la saison dont on parlait, 2019, où Salah n'est que 5e, je crois que Mané est devant lui, et Van Dijk, et Mané Ronaldo, 4e, Messi, en c'est ça. 2019. Donc, Van Dijk Il doit est être 2e, 4e, et Ronaldo doit être 3e, c'est ça. Le fait que Alors, Ronaldo... Passe pas ensemble, les amis. Oui. Les faits que Cristiano Ronaldo soit devant des joueurs comme Mané ou Mohamed Salah, ça c'est un scandale. Et après, c'est aussi les statuts des joueurs. Ronaldo, Messi, ils ont été inattaquables. Il y a peut-être 1 ou 2 ballons d'or chacun qu'ils ne méritent pas. Mais c'est des monstres sacrés qui ont démontré qu'ils avaient un niveau incroyable. Et donc les votants vont plus avoir tendance à leur donner à eux. Maintenant, j'ai une question. On va finir là-dessus, les amis, parce qu'il faut qu'on progresse. Qu'est-ce que les joueurs africains, justement, pourraient faire encore, éventuellement, pour enfin obtenir je sais, bon. ce Bah, deuxième moi, je ballon sais. d'or? Moi, je sais. Stéphane, rapidement, très rapidement. Juste changer leur nom et mettre Nino à la fin. Maurice. Non, mais tu vois, ça revient à chaque fois. Et moi, je le dis, mais et les stats des équipes nationales? Parce que quand tu regardes, dis-moi, quels Non, sont mais les critères? moi j'ai envie de t'arrêter. Non. Imaginons que Dembélé non, gagne le ballon d'or ce Non, soir. Ben, là, le Je stat suis avec désolé. l'équipe de France. Non, mais il n'a pas de bonnes stats en équipe Mais de voilà, France, c'est ce que je Ousmane veux Dembélé. dire. C'est ce que je veux dire, par exemple. L'année où toi, tu parles de Salah, mais Salah, avec Georges tout Weah il a n'aurait pas eu arrivé le ballon d'or, si tu regardes. En équipe nationale, avec son équipe, les Pharaons, ils sont partis en finale. Georges Weah Ils ont n'aurait fait pas eu 2 le finales, ballon d'or, monsieur. si tu Il a regardes les porté stats l'équipe en des équipe Pharaons sur nationale. les épaules. Donc, je veux dire, les critères. Benzema est-ce n'aurait que pas eu moi- le ballon d'or, non, si moi, tu je regardes vais les revenir stats en encore équipe sur les nationale. critères de ballon d'or. Quels sont réellement les critères pour que. Bon, les Et non, critères, mais- je te les cite rapidement. Parce que Les à performances un moment donné, individuelles. Je suis un peu perdu. Maurice, Performance individuelle. Je te Eh bien, prends les excuse-moi, critères. quand hein. tu parles de Sané, Mané, une année on a dit non, mais Mané ne communique pas, il n'est pas sur les réseaux. Excusez-moi, moi j'ai entendu ça
Au moment qu'on était en train de classer, on a dit C'est pour non, ça que c'est très politique, le Ballon d'Or, Mané n'est évidemment. pas trop sur les réseaux. C'est du lobbying. Il n'est pas Et il visiblement n'a pas été bien. soutenu par Liverpool parce Voilà, qu'il y il dit avait non, ça là à qu'il- côté. il y avait- Est-ce que pour nos téléspectateurs, on beaucoup peut de lobbying, rappeler c'est vrai. rapidement les critères du Ballon d'Or? Alors, c'est les performances individuelles, décisives et impressionnantes. L'aspect collectif, les trophées remportés, et puis la classe, le fair play, Bon, tout ça. L'attitude, le comportement. du terrain football, le comportement. Voilà. Moi, mais pour répondre à ta question, Oui, rapidement. moi je pense que si un joueur africain fait une excellente campagne de Coupe du Monde ou bien remporte une CAN, ça peut être extrêmement décisif. En dans plus la d'une Ligue des discussion du Champions, Ballon d'Or. peut-être. Ah, En plus oui, d'une Ligue des oui, oui, Champions. en plus, Moi, je pense qu'il bien faut qu'il y ait une évidemment. saison parfaite en Mais non, fait, pour un joueur africain. comme n'importe qui, il faut qu'il y ait une bonne Non. saison en club. C'est ce que je veux dire. Moi, je pense quand même, Évidemment. pour conclure juste là-dessus, c'est que pour avoir le Ballon d'Or, un joueur africain, il doit en faire plus qu'un joueur Ça, européen. on est et tous beaucoup d'accord. plus Ça, qu'un ça, joueur brésilien. On est tous Ouais, d'accord. ouais, ça, on est tous Un d'accord. peu comme dans la vie de tous les jours, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, on doit se battre. On doit se battre. Donc en fait, mais ça n'empêche pas que si tu regardes toutes les stats et tout, moi je dis juste, j'ai regardé, j'ai étudié quand. On peut juste dire Salah ne devrait pas être 5e en 2019. Pas forcément l'avoir, Non, mais on ne mange- pas être 5e. Voilà. Ils Sinon, le ne cherchent reste. plus à être deuxième ou troisième, ils veulent Ouais, le Ballon ils veulent le Ballon d'Or. d'Or. Oui, oui, en plus. Le podium, c'est bien, Donc, mais en gros, ça il y a- ne donc, suffit en plus. gros, personne n'a- Non, mais c'est dans le débat. Merci Stéphane, Ils on vont va, pas on, va, on va vérifier. progresser parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par Romain. On va progresser justement, mais on va rester toujours dans le fil de notre causerie. On va partir cette fois-ci avec Lucas pour parler du seul et unique Ballon d'Or à ce jour Oui. qui s'appelle Georges Weah. Mister Mister Georges. Georges, et qui est Georges Weah, effectivement, qui a eu le Ballon d'Or en 1995. Donc Georges Weah, c'est une carrière qui est absolument exceptionnelle et on va revenir dessus. Donc Georges Weah, il est né en 1966 à Monrovia, qui est la capitale du Libéria. Il vient d'une famille pauvre, il est élevé par sa grand-mère, il grandit dans le bidonville de Claratown. Il commence le football, il se fait très vite remarquer et il joue avec son premier club qui sont les Young Survivors. Et quand il n'est pas sur les terrains, il vend des sucettes et des chips, des pop-corn, etc. pour aider son club qui connaît de grosses difficultés financières. Georges Weah, au début, il joue gardien. Mais très vite, il est testé avec le ballon et on se rend compte qu'en fait, il est beaucoup plus fort que tout le monde. Donc très vite, il rejoint les deux plus grands clubs libériens, le Mighty Barol, puis l'Invincible Eleven. Ensuite, il part ailleurs, il va jouer au Cameroun. Et en fait, c'est là que un petit peu tout change pour lui, c'est là que l'opportunité arrive, puisqu'à l'époque, pour les joueurs africains, c'était assez compliqué de passer en Europe, il n'y avait pas les circuits de recrutement de maintenant, donc il fallait souvent un coup du sort. Et ce coup du sort, il s'appelle Claude Leroy, qui à l'époque est sélectionneur du Cameroun et qui va chuter son nom à l'AS Monaco et Arsène Wenger en disant « ce mec-là, il faut le recruter ». Effectivement, en 1988, alors qu'il a 22 ans, Georges Weah quitte l'Afrique, il va à l'AS Monaco, sous les ordres d'Arsène Wenger, et là-bas, il fera 4 saisons. 4 saisons où il s'affirme très vite comme un des meilleurs joueurs du championnat de France, un des meilleurs attaquants d'Europe. Il marque des buts en veux-tu, en voilà, exceptionnels. Et la 4e année, Monaco joue la Coupe des Coupes, la finale contre le Werder de Brême qu'ils perdent. C'est une défaite qui touche assez Georges Weah et il décide que s'il veut encore franchir une étape dans sa carrière, il faut qu'il change de club. C'est là qu'il arrive à l'été 92 au Paris Saint-Germain. Pendant 3 ans, il va absolument illuminer le Parc des Princes. Il termine à chaque fois meilleur buteur du club. On se souvient notamment de donc son début de saison 1994. D'ailleurs, il est champion cette année-là en 1994 avec le PSG. Et à chaque fois, ils atteignent les demi-finales de Coupe d'Europe. Que ce soit la Coupe des Coupes ou la Ligue des Champions, à chaque fois, c'est demi-finales. Donc pas plus loin, mais quand même. En 94-95 notamment, donc c'est l'année où il gagne le Ballon d'Or, Georges Weah, il est inarrêtable. En championnat avec le PSG, il est un peu en dilettante, mais il met 8 buts en C1. À l'époque, c'est absolument exceptionnel. Et notamment, on s'en rappelle tous, un bijou contre le Bayern de Munich qui fait le tour de l'Europe. En fin de saison, il rejoint le Milan AC et son adaptation est express. Il marque un but magnifique contre les Hellas Vérone peu après son arrivée. Et il s'affirme déjà comme le leader de l'attaque milanaise. Pendant les 3 premières saisons, de toute façon, il est le meilleur buteur du club. Cette saison 94-95, elle est intéressante pour Georges Weah parce qu'il ne gagne que la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, entre guillemets. Mais ses performances vont tellement impacter les votants, qui va finir devant Jürgen Klinsmann et Javier Littmanen, qui pourtant gagne avec des champions avec l'Ajax en étant absolument stratosphérique. Mais voilà, cette année-là, les votants ont préféré Georges Weah et donc il est le Ballon d'Or. Ensuite, comme je le disais, à Milan, il est absolument inamovible pendant ces 3 premières saisons. C'est l'arrivée de Shevchenko à l'été 99 qui va un peu changer la donne, qui va progressivement le mettre sur le banc. Et donc à l'été 99, il va à Chelsea,
pendant quelques mois. Ça se passe pas très bien. Il met quelques buts, notamment son premier match contre Tottenham en derby, il marque. Mais après, les performances baissent au fur et à mesure. Il va aussi en prêt à Manchester City, qui n'était pas encore le grand club qu'on connaît aujourd'hui. Ça se passe pas très bien. C'est là qu'il arrive à Marseille. Marseille, il ne joue pas beaucoup, mais en fait, il marque seulement 5 buts, mais c'est des buts qui sont décisifs à chaque fois. C'est un homme qui était malade, je crois qu'ils sont 16e quand il arrive au mercato d'hiver, et il les aide à se maintenir. Ensuite, il finit aux Émirats Arabes Unis, un petit peu dans l'anonymat, mais il y a autre chose dans la carrière de Georges Weah qui est très intéressante, c'est justement la carrière en sélection. Georges Weah, il est connu pour avoir brillé en club, notamment à Paris et au Milan, mais il faut savoir qu'en sélection, il s'est toujours battu. On voit parfois des joueurs africains qui boycottent un peu leur sélection parce qu'il y a des longs déplacements, parce que c'est compliqué d'y aller, les conditions ne sont pas réunies. Georges Weah, il ne voulait pas entendre parler de tout ça. Lui, il finançait lui-même, s'il le fallait, les déplacements de l'équipe, même les maillots, etc. Et puis, vraiment, il prenait tout le poids de la fédération exactement à sa charge. Et il assumait vraiment son rôle de grand joueur, de leader, etc. Il aura quand même un grand regret, Georges Weah, à l'issue de sa carrière, c'est qu'il n'a jamais réussi à qualifier le Libéria pour la Coupe du Monde. Il a joué 2 phases finales de CAN avec le Libéria, mais en 2002, il échoue de très peu. C'est le Nigeria qui se qualifie. Et en fait, le Libéria avait son destin entre les mains. Mais il y a 2 défaites coup sur coup contre le Ghana, puis contre le Nigeria, qui vont faire en sorte effectivement que le Libéria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en retient de Georges Weah? Déjà un joueur exceptionnel qui avait absolument toutes les qualités de l'attaquant moderne. La semaine dernière, on parlait de Romario qui était exceptionnel, mais Romario était petit. Il faisait 1m68. Weah, il est grand, il est puissant, il est bon de la tête, il est d'une agilité absolument exceptionnelle pour sa taille, très technique, très puissant. C'est vraiment l'archétype de l'attaquant qui sait absolument tout faire. En dehors des terrains, Georges Weah, c'est une personne avec un grand cœur. Comme je le disais, il a beaucoup aidé sa sélection, mais il était aussi connu au PSG, par exemple, pour récupérer les plateaux de repas non consommés et les amener à des SDF. Quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et donc son engagement, lui aussi, après sa carrière, est devenu politique, puisqu'on le sait, à l'issue de sa carrière, il s'est investi et il a été le président du Libéria de 2017 à 2023. Et donc voilà, Georges Weah, c'est vraiment une carrière complète, un homme exceptionnel, et sur les terrains comme en dehors, c'est le roi. Merci Lucas. Maury, réaction rapide, mais vraiment rapide. Ben écoute, moi je suis hyper content de ce parcours de ce grand monsieur. Et ce qui est bien, c'est qu'après la politique, tu vois Georges Weah encore, qui enfile des paires de magres, il redescend dans la poussière et il joue au Maracana avec son peuple. C'est ça la grandeur de Georges Weah. Grand monsieur. Stéphane? Je voulais juste préciser dans ce que tu as dit donc il a le Ballon d'Or en 95. En 95, à cette époque, le Ballon d'Or c'était jugé sur l'année civile et non pas sur la saison. Parce qu'il faut savoir que donc, les premiers mois de la saison 95, il est au Milan AC. Et surtout, pour le mettre encore plus en avant, et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore eu l'arrêt Bosman, puisque l'arrêt Bosman, c'est en décembre 95. Donc, il y avait un certain nombre d'étrangers simplement hors Europe, en fait, qui pouvaient jouer. Et donc, je me rappelle qu'au Paris Saint-Germain, quand il est arrivé, il y en avait... Il était 4 et c'était Arthur Georges qui faisait souvent. Moi, en tant que supporter du PSG, j'étais assez énervé parce qu'il sacrifiait souvent Georges Weah, notamment pour Rai, qui Rai a eu des débuts très compliqués au Paris Saint-Germain. Mais c'était Arthur Georges, je crois, l'entraîneur, faisait toujours jouer Rai et bien souvent le sacrifier hors communauté, c'était Georges Weah. Donc il a dû vraiment batailler pour atteindre ce qu'il a fait, ce qui prouve que c'était vraiment un joueur et un énorme joueur. Alex, tu es le plus jeune, Georges Weah, ça t'évoque quoi? Non, bien sûr, ça m'évoque surtout un grand joueur, seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or. Et c'est surtout que nous, on a grandi en banlieue parisienne et à Paris. Et en vrai, Georges Weah, c'est quand même une icône du club, en vérité. Donc franchement... Si je peux juste revenir là-dessus, c'est une icône d'un double tranchant, puisque quand il était annoncé que Georges Weah partait au Milan AC, il y a eu notamment des banderoles racistes contre lui au Parc des Princes. Et ce qui fait qu'il a un très mauvais souvenir finalement du Parc des Princes, et que la preuve, en 2005, il a fait son jubilé au Stade Vélodrome. En tout cas, tu vois, c'est pas ce qui ressort maintenant. C'est une légende du parc, évidemment. Mais voilà. C'est une légende du parc, et surtout, c'est ça que je savais depuis longtemps, c'est que c'est un grand monsieur en dehors des terrains. Merci Alex, tu gardes la parole, parce que cette fois-ci, on va partir
pour prochain contrôle, hein, les événements à ne pas louper qui arrivent assez vite. C'est ça, Malik. Déjà, les rendez-vous à ne pas manquer, c'est le deuxième tour des qualifications pour la Ligue des champions africaine. La SEC Mimosa est en ballottage défavorable parce qu'ils ont perdu 1-0 face au Power Dynamos. Club d'Abidjan en Côte d'Ivoire, ouais. Ouais, exactement. À part ça, pas de quoi s'inquiéter pour les gros clubs, que ce soit Simba, Young Africans ou l'Espérance Tunis. Ça devrait le faire pour eux parce qu'ils ont gagné assez largement lors du match aller. Comme je l'ai dit, pour la phase finale des qualifications, Mamelodi et Al Ahly sont déjà qualifiés. Sinon, reste à savoir les résultats de ce week-end. On a aussi le retour de l'Europa League dès mercredi, avec notamment un Nice AS Roma. Et ce samedi, on a Atlético Real, le derby madrilène. Ça fait réagir Stéphane? Ouais, mais ça marche pas bien là. C'est Nice AS Roma qui me fait pas rien. Je pensais dans ma tête, ils vont prendre une raclée. Nice, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a aussi samedi un... Vous êtes optimiste ici, hein, mon Dieu. Ah ouais, Nice, ils ont bien. Alex, Franchement, enchaîne. Côté rationnel. juste pour Dans dire le ça, football, on peut répondre. Nice n'a rien fait pour nous rendre optimistes. Franchement. Alors, l'année dernière, c'était compliqué. Et même les barrages de cette année, c'était horrible. Aussi. Dimanche, on a un Lille-Lyon, on a aussi un Rennes-Lens et on a un Milan-Naples. Et surtout, le rendez-vous à ne pas manquer, ça se passe là dans quelques minutes. C'est la remise du Ballon d'Or. Peut-être que Achraf Hakimi sera le deuxième joueur africain à remporter le Ballon d'Or. La réponse dans quelques instants. Non, bah écoute, pourquoi pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il est à Marseille. Hein. Il est à Marseille. Il est à Marseille. Pour jouer, Voilà, Voilà, donc pourquoi pas. Il a un match ce soir. Ouais. il a un match. Ouais. Tiens, merci, tu parlais du Ballon d'Or. Encore une fois, on l'a dit, hein, c'est notre fil rouge aujourd'hui. Mon cher Lucas, tu vas nous parler justement des deux potentiels favoris pour ce Ballon d'Or. D'un côté, Lamine Yamal et d'un autre côté, Ousmane Dembélé. C'est ça. Donc tu préfères qui un petit peu particulier? Tu préfères qui? Parce que du coup, c'est des joueurs qui ne sont pas de la même génération, qui n'ont pas le même âge, mais qui quand même sortent d'une saison qui est assez exceptionnelle dans un cas comme dans l'autre. Alors Yamal, on le connaît, 18 ans. On va dire plus grand prodige du foot mondial. Hein. Donc cette année, il a remporté Championnat d'Espagne, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. C'est 18 buts, 21 assists. C'est notamment des performances marquantes. Son aller-retour en demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, qui est la plus grosse scène européenne, a marqué tous les esprits. Et on le voit quand même de la lancée de son Euro 2024. Il ne s'arrête pas. Il est de plus en plus régulier. Et en fait, là où moi je le mets devant Rafinha notamment, c'est que pour moi, c'est vraiment le dépositaire du jeu du FC Barcelone qui ne joue pas du tout de la même façon quand il est là ou quand il n'est pas là. Des fois, c'est un peu plus collectif sans lui, mais on voit qu'en fait, il fait de telles différences qu'il est absolument incontournable. Et donc, on a avec Lamine Yamal un joueur qui va nous faire rêver pendant les 10, les 15 prochaines saisons. On lui souhaite. On lui souhaite. Sans blessure, ça ne devrait pas être trop problématique. Et à côté, on a Dembélé, donc qui a 28 ans, pile 10 ans de plus, et qui a un parcours qui est complètement différent. Dembélé, pendant très longtemps, ça a été le prodige qui n'arrivait pas à passer à l'échelon supérieur. Et là, enfin, en 2024-2025, il est devenu le leader d'un club européen, et pas n'importe lequel, le PSG, avec lequel il gagne. Donc le championnat de France, Coupe de France, Ligue des Champions et Super Coupe d'Europe. C'est plus de 35 buts et 20 assists, donc ça veut dire qu'il est hyper décisif. Et on s'en souvient, ça a notamment commencé à l'hiver, où il avait quand même bien commencé la saison. Mais à partir de l'hiver, à partir des phases de qualification, il a passé le niveau supérieur, il a mis des triplés, il ne s'est pas arrêté de marquer. Et surtout, ce que je voulais souligner avec Dembélé, c'est que ce qui fait pour moi un très bon candidat Ballon d'Or, c'est qu'en fait, son apport va au-delà des statistiques. Je vais prendre un exemple, sa finale de Ligue des Champions, où il est décisif sur le 3e but en faisant la talonnade pour Vitinha. Donc c'est un geste qui est magnifique, mais qui n'est pas comptabilisé dans les statistiques. Et aussi, c'est le premier déclencheur du pressing. C'est vraiment le leader de cette équipe. Et donc, pour moi, personnellement, je préfère Dembélé, mais j'aimerais avoir vos avis. Quand même dans la... Oui, bien sûr. Et en Super Coupe, il en a une aussi. Ouais. Mais c'est pour dire que même au-delà des passes décisives... Et tu n'as pas dit qu'il a gagné aussi le trophée des champions, puisque tu as parlé de la Super Coupe. C'est vrai, tu as raison. Non, j'ai pas dit trophée des champions, tu as tout à fait raison. Effectivement, c'est les mêmes trophées en plus. Mais du coup, voilà, Dembélé, là, ce côté leader, où il défend, où il montre l'exemple. Et pour moi, ça en fait vraiment le candidat parfait pour le Ballon d'Or. Mais j'aimerais avoir vos avis. Lucas vote pour Dembélé, pas parce qu'il est français, parce qu'il le trouve extrêmement bon. Maury, et toi? Non, moi, je suis pour Dembélé, comme on l'a dit. Mais bon, je mettrais un petit carton un peu mélange mitigé pour Dembélé parce que c'est ça aussi la carrière d'un footballeur. Tu prends le début, quand Dembélé était à Barcelone, nonchalant. Je pense que c'est encore la jeunesse. Tu as vu la boutade que l'autre a donnée, comment on appelle, qui disait que non, qu'il était un peu l'autre lui disait, ben, regarde Dembélé s'il se réveille. Il ne prenait pas vraiment sa carrière au sérieux. Bon, là, quand tu reviens, il a explosé, sincèrement. Cette année, il a véritablement explosé. Moi, je suis pour Dembélé parce qu'il y a aussi ce côté, c'est vrai que les ballons d'or, on les donne toujours aux attaquants,
Mais son apport défensif qu'il a fait avec Luis Enrique, je le trouve exceptionnel. Moi, je trouve exceptionnel. Moi, je n'aime pas trop les stars, mais j'aime un joueur footballeur complet. Complet qui est, de par sa personnalité, de par son positionnement, qui est le régulateur entre l'attaque et la défense. Mais ils l'ont montré. Parce que, comme il a dit, hein, moi je te dis encore, le PSG est devenu PSG quand l'autre, il a fait partie de l'autre. C'est-à-dire qui a fait partie qui? Quand l'autre. Moi, je ne sais plus, moi. Bon, grand. On dit les choses, là. Oui, on dit les choses. Quand Luis Enrique a a fait partie Mbappé, le PSG, excuse-moi, moi je dis le PSG s'est retrouvé. Parce que c'est ça, on dit. Le football, pour moi, il reste encore. Mais qui nous dit qu'avec Kylian Mbappé, le PSG ne gagnerait pas cette fois-ci? S'il défend comme Vara, on le saura. On le saura. Faudrait qu'il défende comme Vara. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est là que je dis que là, Luis Enrique a apporté beaucoup à Dembélé et ses coéquipiers. C'est ça, c'est cette alchimie-là qui a donné la Coupe d'Europe à Campbell. Je vais laisser le mot de la fin pour Stéphane. Ah, t'es sûr? Oui. T'es sûr? Vas-y, oui. Non, parce que moi, je sens que je vais être seul contre tous. Mais vas-y, Seul contre tous. Vas-y, Alex. Tu es jeune, on comprend. Vas-y, Alex. Tu vas défendre une cause perdue sur Enchaîne, Alex, enchaîne. Je panique pas. Franchement, Ousmane Dembélé, moi déjà, je tiens à commencer mon propos en disant que si Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or, ce serait mérité, ce ne sera pas du tout un scandale, ça ne me choquerait pas. En revanche, Lamine Yamal le mériterait tout autant. Parce que, pourquoi? Pour une chose, c'est que le premier critère, c'est caractère impactant, des performances individuelles. En termes de caractère impactant, Lamine Yamal, il a lavé, il a nettoyé Ousmane Dembélé sur toute la saison. Pas d'accord du tout. Il a lavé. On les laisse finir. Il a lavé. Il reste très peu de temps. On le laisse finir. Deuxièmement, Stéphane, si tu l'interromps, tu n'auras pas beaucoup de temps de parole. il reste très peu de temps, donne-moi une minute. Ensuite, tu parlais de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il a commencé sa saison au mois de janvier. Non. Il a commencé sa saison au mois de janvier. Non. Il a commencé sa saison au mois de janvier, et je te le répète, tu peux voir les statistiques. Il a 10 buts Et en tu championnat. Lucas, pardon. mais il a 10 buts en championnat, c'est pas énorme, 10 buts en championnat. C'est son avis. Pour la Ligue 1, c'est pas beaucoup. Et ensuite, si tu parlais aussi de son apport hors statistique, tu parlais aussi que Lamine Yamal, c'est le dépositaire du jeu, même si c'est Pedri aussi, que c'est le dépositaire du jeu du FC Barcelone. Mais on ne se rend pas compte du nombre de passes clés que Lamine Yamal il fait par match et du nombre de décalages créés, d'occasions créées qu'il fait par match. Et ça, c'est pas compté dans les statistiques. Donc, on peut très bien parler de ça aussi. Donc, franchement, moi, ça me surprendrait pas du tout que Lamine Yamal il remporte le Ballon d'Or. Et je pense que ce serait même très, très mérité. Sachant qu'il ne faut pas oublier deux choses. C'est que de une, il a 18 ans. Donc, pour une saison à 18 ans, il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Faire une saison à 17 ans comme ça, c'est incroyable. Et deuxièmement, en sélection, toi tu parlais de l'apport de Dembélé en sélection qui est mauvais. En sélection, Lamine Yamal, il met tout le monde d'accord. Oui, on l'a vu en finale de la Ligue des Nations. Hein. Et tu l'as vu aussi en finale de l'Euro. Non, en finale de la Ligue des Nations. Mais l'Euro, c'était il y a un an. Mais oui, mais Stéphane, tu n'auras pas beaucoup de temps. En sélection, il est bon. Ah, mais Et il nous reste ensuite, une minute. Vas-y. le débat, c'était Yamal, Dembélé, mais il ne faut pas oublier non plus Achraf Hakimi qui fait une saison monstrueuse et Rafinha aussi qui fait une saison incroyable. Et je pense que. Et Vitinha et Salah. Et Vitinha et Pedri, etc. Mais je pense que les deux qui auraient mérité plus que Dembélé et Yamal, selon mon avis, c'est Hakimi et Rafinha. Parce que Hakimi ne peut pas faire plus. Et ton avis, il se respecte. Stéphane? Bah moi, comme je dis, je pense que s'il doit y avoir une lutte pour le Ballon d'Or, c'est entre Rafinha et Dembélé, que ce serait une honte absolue si jamais Lamine Yamal avait le Ballon d'Or. Ce serait une honte absolue. J'ai sous les yeux les critères. Clairement, à quel moment dans la saison, à quel moment il est plus décisif et impressionnant que Dembélé et Rafinha. C'est-à-dire Rafinha, meilleur buteur de la Ligue des Champions, impressionnant peut-être, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, je parle que de Rafinha là, plus de buts décisifs dans tous les matchs à élimination directe, notamment par exemple en point d'orgue son but au stade de la Luz contre Benfica, quand je crois qu'ils sont réduits à 10, le Barça, et qui met un super but. Dembélé, il marque le but à Liverpool, il marque le but à Arsenal, il fait une passe décisive en quart de finale aller, une passe décisive en quart de finale retour, 2 passes décisives en finale. Après, deuxième critère, donc je dis juste moi les faits, donc là, je mets dans ce critère-là, Rafinha devant Dembélé et devant Yamal. Troisième, Yamal.
Les titres remportés. T'as Ousmane Dembélé, bien sûr, loin devant, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe. Super Coupe d'Europe, finale de la Coupe du Monde des clubs, devant. Yamal, titre remporté, Super Coupe d'Espagne. Coupe d'Espagne et championnat. Voilà, et championnat. Et là, quelque chose pour lui, Yamal, c'est qu'il a ça. C'est un fort. Non, mais je regarde les critères, c'est tout. Troisième critère, le fair play et le comportement sur et en dehors du terrain, même si on peut dire que là, à la limite, t'as Rafinha qui fait une petite sortie de route avec le Brésil en avril quand il dit je vais leur marcher dessus, je vais leur montrer ce que machin et tout ça. Il y a Yamal qui refuse plus ou moins de serrer la main au Portugais après la Ligue des Nations quand il perd au tir au but. Son anniversaire aussi. Il y a son anniversaire aussi, ça c'est vraiment très privé, mais même sur le terrain, il tourne un peu la tête et tout. Mais bon, je veux pas en tenir rigueur à Rafinha. Donc je dirais, si on regarde ces trois critères, vraiment et tout, on a un très léger égalité ou un très léger avantage peut-être à Dembélé parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, ce soir, tout ça pour dire que je suis français, je suis supporter du Paris Saint-Germain, je veux que Dembélé ait le Ballon d'Or. Tout s'explique. Non, mais Tout s'explique, Malik. On peut être objectif aussi. Mais oui, mais j'estime être objectif que si ce soir Rafinha prend le Ballon d'Or, j'applaudis des 4 mains, je dis bravo, c'est un mec vraiment, il mérite le. Mais pour toi, c'est Ousmane Dembélé. Je pense que ça va être Dembélé. Mais si c'est Yamal, par contre, je trouve que c'est scandaleux. Mon classement serait plutôt premier Dembélé, deuxième Rafinha, troisième Hakimi, quatrième Yamal et cinquième Vitinha. Et Merci Stéphane. On a bien compris, hein, vous avez tous donné vos avis, hein, les amis. Merci d'avoir été présents aujourd'hui encore. On va se retrouver lundi prochain pour un autre Afrofoot. Salut. Merci.